une des choses les plus importantes, je pense, aujourd'hui, c'est vraiment qu'on accepte de sortir du déni. Dans le sens que la phrase de Salmona, Muriel Salmona, qui dit le déni social et sociétal est responsable de la perpétuation des violences et nous rend complices des auteurs de violences sexuelles. Donc vraiment, je pense que aujourd'hui, c'est avoir la force et le courage d'oser entendre ce qui se passe et qu'on n'a pas envie d'entendre, et c'est normal et ça se comprend. Mais maintenant, il faut sortir de ce petit confort de l'autruche là et voir, oser entendre, oser croire quand un enfant nous parle. Pour les personnes qui subissent des choses, oser en parler, vraiment. Sortir de la culpabilité, de la honte, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très très répandu, et aller le déposer quelque part, d'une façon ou d'une autre. Et puis pour les personnes qui ont des enfants, pour les professionnels du soin, formez-vous, informez-vous. N'hésitez pas à aller à des journées de sensibilisation, à chercher sur internet, il y a des ressources à gogo, tant pour les jeunes que pour les adultes. Il faut revenir à, ok, comment on prévient plutôt que guérir? Prévenir plutôt que guérir. Prévenir, c'est humanisation de l'enfance, donc être beaucoup plus respectueux de l'enfant, arrêter de le considérer comme un objet, lui redonner une place de sujet. L'enfant est objectivé. Vraiment, en France, c'est catastrophique. Bonjour chers auditeurs de Nexus et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir une invitée qui nous vient tout droit du Puy-de-Dôme, Ève Orenda, formée à l'accompagnement des personnes psychotraumatisées et notamment des personnes victimes de violences sexuelles. Bienvenue Ève. Merci beaucoup Estelle. Alors Ève, nous nous sommes rencontrés de manière complètement insolite. Pendant 3 jours de congé, j'étais dans un bar, j'ai rencontré Ève et là il y a eu un coup de foudre humain, hein, c'est ça, on peut dire ça. Et il s'est avéré que Ève est psychopraticienne, spécialisée dans les violences sexuelles, et que donc c'est un sujet qui intéresse vivement Nexus. On a écrit des dossiers papier à ce sujet, nous faisons régulièrement des interviews avec des psys, avec des auteurs qui parlent de ces sujets. Ça va de l'inceste au réseau pédocriminel, donc c'est très vaste. Ève, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir psychopraticienne et à te spécialiser dans les violences sexuelles? Avant tout, j'ai commencé par me former à l'art-thérapie, parce que je suis aussi art-thérapeute et psychopraticienne par la suite. Donc l'art-thérapie, je suis formée depuis 2012 et c'était comme une évidence, parce que dans ma vie, dans mon parcours de vie, l'art et la psyché humaine étaient vraiment deux passions. Depuis très jeune, la psyché humaine me questionnait beaucoup et j'avais vraiment envie de comprendre le fonctionnement humain. Et la création artistique a fait partie de ma vie depuis le plus jeune âge, de par mon éducation, les écoles dans lesquelles j'ai été, et puis par la suite aussi j'ai pratiqué régulièrement l'expression créatrice et artistique. Donc quand j'ai appris qu'il y avait des formations en art-thérapie, ça a été une évidence de m'y former. Et par la suite, j'ai continué de me former à différentes spécificités, dont justement le psychotrauma, qui est quelque chose qui me passionne aussi, vraiment. Et puis plus je me formais, plus ça me donnait envie d'aller loin. Et depuis 2020, j'ai découvert une association spécialisée dans les violences sexuelles qui proposait des formations, des stages, et j'ai commencé à m'initier. Dans mon parcours, dans ma famille, et même sur plusieurs générations, il a été question d'inceste. Donc je suis évidemment touchée par la problématique, par le sujet, sur des générations d'avant, la mienne, et puis même maintenant la génération de par mes nièces. Il y a une forme de continuité encore au niveau de l'inceste. Donc cette thématique a vraiment a occupé une place importante dans ma vie. Et j'ai fini par aller m'y former au moment où j'étais prête. Évidemment pas trop jeune, mais arrive un moment, c'était une évidence aussi pour moi d'aller apporter un petit peu de soutien et de faire de l'information et de la prévention auprès du grand public sur cette thématique. Alors là, on parlait de l'inceste. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres sur l'inceste? Parce que apparemment, il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont touchés par ces violences-là. Parce que nous, on parle beaucoup des réseaux pédocriminels au niveau des élites, etc.
Mais rappelons que ça commence au sein des foyers, la violence sexuelle. Ouais. Donc en fait, je ne vais pas m'en tenir uniquement à l'inceste. Ce sont en effet à peu près 165 000 enfants par an qui subissent des violences sexuelles. On parle de 160 000 par la Civis, mais depuis, c'est au moins 165 000. Il y a Muriel Salmona qui parle de 130 000 filles et à peu près 35 000 garçons. Donc ça touche essentiellement les filles. Sur ces violences, on va dire générales, les 165 000 enfants par année, 70% sont des crimes d'inceste. Donc ça se passe à la maison. Il faut savoir que vraiment le cercle familial, c'est là où il y a le plus de violences, tant au niveau des maltraitances, des violences éducatives ordinaires que des réelles maltraitances. Plus de 80% des violences en général sont au sein du cadre familial, et l'inceste en fait partie. Les autres violences sexuelles sur les enfants peuvent avoir lieu en dehors du cercle familial, donc à l'école, pendant les activités scolaires, extrascolaires, ou alors complètement à l'extérieur, dans la rue, ou ce genre de choses. Ça peut arriver, même si c'est vraiment une minorité. Il faut vraiment comprendre que dans 90% des cas, ce sont des personnes connues de la victime. Pour toutes les agressions sexuelles, plus de 90% des cas, les agresseurs sont connus de la victime. Donc soit du cercle très proche, familial, ou alors des amis, soit des connaissances d'une façon ou d'une autre. Voilà. L'inconnu qui vient agresser, c'est vraiment une idée reçue, quoi. C'est très rare. C'est beaucoup, beaucoup plus rare que dans notre entourage. Donc les violences sur les enfants vont concerner l'inceste, évidemment, donc soit un membre de la famille ou qui a autorité sur l'enfant, un conjoint ou un parent, un frère, une sœur, un oncle, un grand-parent, enfin, oui, ça peut être grand-père, grand-mère. Les cousins ne sont pas, je ne sais pas pourquoi, classés dans la loi comme faisant partie de l'inceste, mais pourtant, voilà, ce sont des membres de la famille et ça arrive. Mais essentiellement, on va retrouver quand même les oncles en première catégorie d'incesteurs, les oncles, les pères, les grands-pères, les frères, voilà. Et puis ça. Et sinon, dans le cercle proche, comme on disait, eh bien, les amis de la famille, les professeurs, ceux qui ont un peu une autorité sur les enfants. Donc là, on n'est plus dans l'inceste, mais qui font partie des violences que subissent les enfants. Ceux qui ont une autorité sur la personne, donc un professeur, un médecin, un coach sportif, voilà. Ou alors carrément plutôt les personnes pédophiles qui vont avoir repéré l'enfant, qui vont chercher à l'approcher, à le séduire, à mettre des stratégies en place pour pouvoir abuser de sa confiance, quoi, et puis avoir des rapports sexuels avec lui. Où là, c'est pareil, c'est plutôt moindre par rapport évidemment à ce qu'on a dit tout à l'heure, les agressions sexuelles au niveau du cercle proche. Est-ce que les enfants sont plus concernés que les adultes par les violences sexuelles? Oui, oui, et ça justement Muriel Salmona dans son association Mémoire traumatique et victimologie, elle se défend et se bat depuis très longtemps, et maintenant plein d'autres associations, pour montrer que non, ce ne sont pas les adultes qui sont les plus vulnérables, mais les enfants les plus touchés par les violences sexuelles. Et parmi du coup les plus touchés dans les enfants, ce sont, comme on a dit, les filles, à plus de 90%. Et ensuite, les facteurs de vulnérabilité chez les enfants, ça va être ceux qui vont être placés à l'ASE ou orphelins, ou les migrants isolés, là où il y a un peu d'isolement et de discrimination, ils vont être plus vulnérables. Pareil dans les cercles, on va dire, où il y a un peu de précarité, il y aura plus d'enfants cibles, on va dire, ça va être des proies plus faciles que dans les milieux aisés, même s'il n'y a pas du tout plus d'agresseurs dans les milieux défavorisés, pas du tout, mais les enfants par contre sont plus des proies faciles. Et les enfants handicapés, ils sont 3 fois plus vulnérables et sujets aux violences sexuelles quand il y a un handicap physique, mais quand il y a un handicap mental, c'est 5 fois plus touché. Et pareil chez les personnes adultes, les femmes handicapées, c'est 80% des femmes handicapées qui subissent des violences sexuelles, et 9 femmes autistes sur 10 ont vécu des viols. Plus il y a de vulnérabilité, plus ce sont des proies faciles, et donc plus il y a d'abus sur eux, sauf que les handicapés n'ont pas beaucoup de moyens en fait, d'expression. Très souvent, ils sont objectivés dès l'enfance, parce que de toute façon, ils sont handicapés, donc on fait un peu ce qu'on veut de eux, et puis on prend leurs cris, leurs manifestations, leur mal-être comme étant un signe de handicap, bien souvent. Donc oui, il y a des associations qui s'occupent spécialement d'eux, parce que c'est un vrai fléau pour eux particulièrement.
Alors là, on parlait de 165 000 enfants, Mmh. mais ça, ce sont les enfants déclarés, on va dire. Parce que Ouais. dans la réalité, combien ne parlent pas? Mmh. Ou combien parlent mais ne sont pas entendus? Mmh. Comment on calcule ce nombre? Parce que Ouais. qu'est-ce qui est pris en considération? C'est les enfants qui ont osé parler, et suite à leurs paroles, il y a une plainte qui a été déposée, et cetera. Mmh. Je suis en train de me Ouais. demander, c'est bien 165 000, c'est largement sous-estimé, non? Ouais. En fait, là, on rentre dans un sujet un peu délicat des chiffres. Selon les enquêtes, les questions ne sont pas posées de la même façon. Selon les enquêtes, par exemple, on va interroger des femmes de 18 à 50 ans ou de 18 à 74 ans, ça change déjà considérablement les chiffres de violences sexuelles. Ou dans les questions, il va être question justement de est-ce que vous avez subi des violences dans votre enfance? Ou selon les enquêtes, ça va être depuis vos 18 ans. Donc en fait, il y a vraiment des chiffres qui disent tout et un peu son contraire. Mais pour ce qui est des enfants, pareil, la Civis, c'est eux qui ont récolté ce chiffre de 160 000 enfants par année grâce à leurs enquêtes qu'ils ont fait auprès des personnes et pas uniquement en relevant les plaintes qu'il y avait eu. Mais parmi, de toute façon, les enfants qui sont abusés, on parle à peu près de 6% qui vont dénoncer. Hein. C'est très peu. Les enfants, pareil, Muriel Salmonala le dit, que plus de 70% parlent, mais au bout de 10 ans en moyenne. Donc c'est pas du tout de suite. L'UNICEF nous dit que non, la majorité des enfants ne parlent pas et ne parleront jamais et ne dénonceront jamais les crimes qu'ils ont subis. Donc en fait, on ne sait pas trop, mais en tout cas, la majorité des enfants ne vont pas parler avant un certain temps, 6 à 10 ans à peu près. C'est pas tout de suite. Parce qu'en fait, ceux qui ont parlé, c'est pareil, plus de 80%, c'est terrible, hein, qui n'ont pas du tout été protégés. Ils ont parlé, mais on ne les a soit pas crus, soit on a voulu rester dans le déni, on ne les a pas protégés. C'est vraiment une minorité. Donc une fois que l'enfant il a parlé, qu'il n'a pas été cru ni protégé, après, il ne va plus parler. Il va se taire, il va pas se faire... plus de 90% des jeunes qui n'ont pas été protégés, et ça c'est recensé, hein, ils ont eu affaire après à des faits de délinquance par la suite, avec la protection judiciaire de la jeunesse. Ça, on a vu que c'est des enfants qui n'avaient pas été protégés. Comme le disait, je ne sais plus quel juge pour enfants, là, il n'y a pas d'enfants gentils ou méchants, mais que des enfants protégés ou pas protégés. C'est vraiment hyper délétère pour un jeune qui parle de violences qu'il subit et de ne pas être cru. C'est vraiment, je pense, ce qui peut arriver de pire, parce que déjà, il a vécu ce qu'il a subi, mais en plus, sa parole n'a pas de valeur, en plus, c'est un menteur, en plus, il n'a pas d'autre solution que de refouler, que peut-être tomber dans le déni, ou au contraire, lui-même devenir un futur agresseur parce qu'il n'a pas réussi à transformer et à remettre les choses à leur juste place, comme lui étant une victime. Donc ça a vraiment de graves conséquences. Mais au niveau des plaintes, c'est pareil, à peu près, on va dire, ce qui ressort à peu près en moyenne, hein, c'est 10% de plaintes par rapport aux viols en général qui ont été commis. 10% seulement sur l'ensemble des viols où il y a une plainte. Viol adulte et enfant. Ouais. Sur ces plaintes, il n'y a que 0,6% qui vont être jugés. Sur ces 10%, et à peu près des 12% qui vont porter plainte. Sur l'ensemble des viols, 12% portent plainte. Sur ces 12% de plaintes, il y a 10% qui sont considérés et finalement 0,6 qui passent réellement aux assises parce qu'il y en a beaucoup qui sont correctionnalisées, dans le sens où elles vont passer en agression sexuelle par exemple, ou en atteinte sexuelle, ou même en maltraitance physique. Parce que c'est très difficile à caractériser un viol. À partir du moment où il n'a pas été pris sur le fait, ou deux jours après, ou 3 maximum, c'est très, très difficile en fait de le rendre vraiment comme étant un crime. Donc très souvent c'est réduit au correctionnel, donc les peines ne sont pas du tout les mêmes, elles sont beaucoup plus faibles. Et en fait pour les jeunes enfants, ça représente en fait 0,3% des viols sur enfants qui sont vraiment passés aux assises. 0,3% sur la totalité. Et il y a 3% des pédocriminels condamnés et 1% en cas d'inceste. Donc c'est vraiment une impunité quasi totale. Donc compter sur la justice pour obtenir reconnaissance et réparation, c'est quasiment peine perdue. Mm.
On y reviendra peut-être plus tard. Oui, mais juste, pardon, Oui. c'est quand même important parce que c'est quasiment peine perdue, mais c'est exactement ce qui ressort aussi dans des statistiques de personnes qui, on leur demande pourquoi n'êtes-vous pas allé porter plainte? C'est peine perdue. Ça ne servirait à rien, ça ne changerait rien. Il y a vraiment quelque chose qui est, on punit plus les personnes victimes que les agresseurs. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la loi qui décourage la personne victime à aller porter plainte parce que c'est vraiment un parcours du combattant. Vraiment, vraiment. Et la plupart sont classés en non-lieu. La plupart tombent en non-lieu, plus de 70%. 7 affaires sur 10, non-lieu. Donc en fait, ça peut être pire pour la personne victime de subir ça que de ne rien dire du tout. Donc la justice, elle est vraiment pas du côté des victimes, hein, et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous ceux qui s'intéressent au sujet le voient très très clairement. C'est pour ça que c'est merci à toutes les associations engagées aujourd'hui, voilà, aux activistes des droits de l'enfant là, de parler haut et fort pour faire changer les choses sur ce plan-là. La justice n'est pas du côté des victimes. Alors en attendant que ça change, comment on peut faire pour obtenir reconnaissance et réparation intérieure quelque part? Est-ce que s'il n'y a pas la reconnaissance au niveau de la justice, est-ce qu'il nous reste quand même des moyens de guérir, de transcender ce mal? Bien sûr, oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, quand on est thérapeute, on n'a pas du tout à pousser la personne à aller porter plainte, hein. Ça peut être pire que mieux parfois. Il faut vraiment sentir si la personne, elle est prête à vivre un combat, qu'elle est prête à entendre un non-lieu potentiel, que ça a du sens pour elle d'aller déposer cette plainte. C'est pas ça qui va la soigner ni l'apaiser, pas du tout. Ça peut être l'inverse, hein. Mais par contre, ça peut aider à remettre les choses à leur juste place quand il y a un jugement qui va être bien mené et où l'agresseur ne va pas nier les faits. Parce que c'est les trois quarts d'entre eux, apparemment, qui ne reconnaissent pas les faits. Donc c'est une chance réelle quand l'agresseur dit « oui, j'ai fait ce que j'ai fait et j'endosse ma peine ». Mais c'est rare. Donc là, ça peut être une vraie réparation. Mais par contre, si on ne passe pas par la case justice, on peut évidemment, déjà, le fait d'être entouré. Le plus important, c'est l'entourage. Quand on a vécu ce genre de violence, c'est de ne pas être isolé, d'avoir pu en parler, d'avoir pu être entendu et écouté. D'ailleurs, ça fait partie, hein, des facteurs protecteurs au risque de faire un état de stress post-traumatique après ces violences-là, c'est d'avoir été entendu, protégé, et très rapidement qu'il y ait eu des choses qui aient été mises en place. De ne pas être seul avec ça, en fait, savoir quoi en faire. Donc, même si les violences sont les mêmes sur deux personnes jumelles, on va dire, s'il y en a une qui a été crue, entendue et l'autre pas, il y en a une qui va très certainement développer un trouble de stress post-traumatique sur la durée. L'autre, peut-être que non, elle va avoir accès à ses ressources et à ses capacités de résilience qui vont lui éviter tout un parcours de soins et beaucoup, beaucoup de mal-être et de souffrance. Donc la manière dont on peut, indépendamment de la justice, s'en remettre, c'est être entouré, avoir des soins adaptés le plus rapidement possible. Parce que même si on dit qu'il n'est jamais trop tard pour s'en remettre, plus ça arrive tôt, mieux c'est. Parce qu'en fait, l'état de stress qui est généré au moment d'une agression peut se chroniciser. Et là, ça devient extrêmement toxique pour tout le système immunitaire. Qu'est-ce que tu entends par chroniciser? C'est devenir chronique? C'est ça, s'installer en fait. Et au bout D'accord. d'un moment, autant quand il y a une agression, on va vivre un stress intense. Ça, c'est normal. C'est tout le système neurobiologique au niveau des mécanismes de défense et de survie qui se mettent en place. Donc, on va avoir de l'adrénaline, du cortisol à fond pour soit fuir, soit combattre. Mais très souvent, dans les agressions sexuelles, il ne va pas y avoir forcément la violence qu'on imagine. Il va y avoir eu beaucoup de manipulation, beaucoup de perversité dans le sens de voilà, amadouer, faire passer ça pour de l'amour même peut-être des fois, des câlins. Enfin, il y a toute une confusion qui fait qu'il y a plutôt du figement. Il y a plutôt l'impossibilité de fuir ou de combattre parce qu'il n'y a pas une réelle agression, mais il y a quelque chose de inadmissible, surtout un adulte sur un enfant. Donc la plupart du temps, quand il y a figement, il va y avoir dissociation, et ça c'est d'ailleurs quasiment 100% en cas d'inceste, ça a été relevé, et dans la majorité des cas chez les enfants, pas toujours chez les adultes, c'est pas toujours le mode dissociatif là se met pas forcément en place chez tout le monde, mais chez les enfants c'est la grosse majorité, et cet état de dissociation fait que l'enfant il est présent physiquement mais absent psychiquement. Donc en fait la mémoire elle va s'inscrire essentiellement dans le corps.
Le corps va être le support de cette mémoire traumatique, donc le système nerveux, vraiment, ça va être au niveau des cellules, même au niveau de la lecture de l'ADN, hein, c'est au niveau de l'épigénétique, on le voit aussi que les traumatismes non résolus peuvent se transmettre aux générations suivantes. À partir du moment où il y a des chocs violents, ça modifie la lecture de l'ADN qui, ça, se transmet à la génération suivante. Donc c'est vraiment très important d'aller soigner ces traumatismes pour les générations futures. Sinon, malgré eux, ils vont porter aussi des empreintes de souffrance qu'ils n'ont pas vécues directement. Donc Waouh! c'est là où on parle aussi de mémoire transgénérationnelle, où il y a des fois des individus qui ne comprennent pas d'où vient leur mal-être. Ils ne trouvent pas, ils remontent, ils ont des souvenirs de leur enfance, etc. Ils ne trouvent rien. Et en fait, ils apprennent que c'était la grand-mère qui, elle, avait subi un viol, qu'elle n'avait jamais pu en parler, elle n'avait pas été protégée. Hop, ça a sauté une génération et c'est elle qui va le porter, par exemple. Donc là, tu parlais de stress post-traumatique qui peut devenir chronique, Oui, voilà. de dissociation. Euh, Quelles autres conséquences de telles agressions peuvent avoir dans la vie de quelqu'un? Déjà des conséquences immédiates Mm. pendant l'enfance et même en tant qu'adulte. Voilà, quelles répercussions ça peut avoir? Mm. Euh, donc déjà, il y a des conséquences à court, moyen et long terme. Ces conséquences, elles vont varier déjà en fonction de l'âge de la victime. Plus elle est jeune, plus les conséquences sont graves. Ça va dépendre aussi du type et du degré de violence. En cas d'inceste, c'est encore plus marquant apparemment au niveau des conséquences. Et si ça a duré longtemps, si ça s'est reproduit, et voilà, donc l'âge, le degré, type de violence. Si la personne, elle a été prise en charge rapidement, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Si, et là on parle des violences les plus graves par exemple, donc inceste, viol et par inceste, on dit que ça peut réduire l'espérance de vie jusqu'à 20 ans. C'est vraiment un des principaux déterminants de la santé 50 ans après, jusque 50 ans après. Donc c'est vraiment très vaste, on va dire, au niveau des conséquences, mais l'ampleur, elle est très grave s'il n'y a pas d'accompagnement adapté. Chez les enfants, à court terme, par exemple, il pourrait y avoir un agitement, des problèmes de sommeil, des problèmes du comportement alimentaire, un repli sur soi ou au contraire une hypersexualisation du comportement. Sur le moyen terme, on peut retrouver de la scarification, les troubles du comportement alimentaire aussi. À peu près, on dit une personne anorexique sur deux en jeune femme aurait subi des violences sexuelles dans l'enfance. Donc c'est vraiment lié, mais l'obésité aussi, c'est vraiment un dérèglement au niveau du comportement alimentaire, boulimie ou anorexie. Des fugues, de l'isolement social ou des conduites à risque au niveau sur le plan sexuel, mais aussi des drogues, prendre des substances. Et au niveau du plus long terme, quand on devient adulte, on parle de problèmes cardiovasculaires, de risques pulmonaires, voire cancer, une augmentation des cancers, des poumons, de la sphère gynéco-obstétrique. Chez les femmes, évidemment, il y a beaucoup plus 40% de cancer, c'est quand même pas rien. On va trouver des problèmes, le système immunitaire qui est terriblement affecté, donc en fait beaucoup plus sujette à développer des maladies de tout genre et à être dans une fatigue chronique, la fatigue chronique, les douleurs un petit peu pareil chez les enfants à court terme, les douleurs abdominales par exemple, ou des maux de tête, des plaintes somatiques comme ça, régulières, ou voilà, ça joue aussi beaucoup. Avec des refus d'aller au niveau de l'école, par exemple, des refus d'un coup d'aller à une certaine activité, ou alors un échec scolaire alors qu'il était plutôt bon avant. Ou au contraire, on sent que l'enfant, il s'isole complètement, et il est hyper perfectionniste, dans le sens, il veut avoir comme une fixation des bonnes notes partout. Ça peut générer des troubles phobiques aussi, extrêmement toujours le côté anxieux et dépressif, ça ressort même à court terme, moyen et long terme. Pour les femmes, on dit qu'il y a plus de troubles dépressifs et anxieux qui sont générés, chez les hommes plus d'addiction, donc drogue, alcool, ce genre de choses. Après, dans des cas extrêmes, il y a vraiment de la marginalisation, de la prostitution, finir SDF, être complètement désociabilisé, ça ce sont des conséquences directes, des problèmes le plus souvent aussi au niveau de la sexualité.
c'est un petit peu décousu dans l'espace-temps, là, les conséquences, mais il y a vraiment le souci, c'est qu'en fait, toutes ces conséquences, elles sont issues du vécu traumatique qui a été non soigné, mais les professionnels de santé n'étant très peu formés ou pas formés du tout au psychotrauma et aux violences sexuelles encore moins, ils font apparemment, dans 70% des cas, pas le lien entre les symptômes et le vécu traumatique de la personne. Donc en fait, ça va être problématique. Ces personnes-là qui viennent en soins, bien souvent d'elles-mêmes, elles n'en parlent pas de leur violence, de ce qu'elles ont subi. Donc certaines parce qu'elles sont en amnésie et d'autres parce qu'elles ne le souhaitent pas. Mais du coup, elles sont traitées au niveau du symptôme, sans aller voir la cause. Et donc ça génère vraiment tout un parcours de soins infini qui n'en finit jamais, parce qu'en fait, le problème de fond n'étant pas réglé, les symptômes vont forcément réémerger d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est plus de 70% des professionnels du soin apparemment qui ne font pas le lien entre les symptômes et le vécu traumatique, qui ne posent pas la question. Par exemple, ouais, un oncologue, je vois mal un oncologue demander est-ce que vous avez été victime de violences sexuelles face à Oui, une dame qui a un cancer, par exemple. oui, mais pourtant, Mm. aujourd'hui, c'est ce qu'on préconise vraiment et qu'on recommande, le dépistage universel systématique. C'est vraiment de faire que tous les professionnels du soin, mais aussi qu'il y en ait d'autres qui apprennent ce dépistage-là, mais essentiellement chez les professionnels du soin quand même, de poser la question à la personne qui consulte, est-ce que vous avez subi au cours de votre vie des violences d'ordre physique, psychologique ou sexuel? Simplement, en disant, voilà, je vais vous poser une question un petit peu délicate, mais je la pose à tous mes patients ou mes consultants, peu importe le domaine. Mais même, voilà, il y en a qui ont dit, une sage-femme lui avait posé la question, un ostéo lui avait posé la question, ça avait fait remonter des choses. Voilà, c'est vraiment hyper important de poser la question, quel que soit le corps de métier. Parce que là, tu parles d'amnésie. Ouais. Justement, quelle est la différence entre un enfant devenu adulte qui se souvient de ce qui lui est arrivé et un enfant qui ne se souvient pas? Parce qu'on a eu le Mmh. cas comme ça dans une interview, le, le psy qui était interrogé disait parfois on ne se souvient pas, donc on a toujours le doute, Mmh. donc on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on fait des rêves bizarres, on a des comportements qu'on ne comprend pas, mais ça peut être dû à ça. Oui. Par contre, arrivé à l'âge adulte, on peut sortir évidemment de l'amnésie, même si elle a été totale, ça arrive de grand nombre de fois. L'amnésie partielle, c'est une forme en fait de refoulement qui fait qu'on sait que ça existait, mais on fait comme si ça n'avait pas existé. Ça, il y en a beaucoup des personnes comme ça, qui sentent dans le fond que ça existait, mais vraiment elles vivent comme si ça n'avait pas existé. Mais elles peuvent avoir encore accès quand même aux souvenirs. Que l'amnésie totale, c'est vraiment pas de souvenirs à plein de moments de l'enfance, des fragments de souvenirs, des périodes où il y a des blancs. Ou alors elles se disent non, non, mais il n'y a rien de spécial dans mon enfance. Et pourtant leur corps parle, elles sont dans un mal-être important, elles ont des signes somatiques aussi, vraiment, et elles ne savent pas d'où ça vient. Donc il y a de la culpabilité, et c'est lié en fait à leur vécu dont elles n'ont pas le souvenir. Et ça, jusqu'à quel âge à peu près finalement on ne se souvient pas? Par exemple, moi je connais quelqu'un qui m'a dit, moi je suis sûre que j'ai été violée quand j'étais bébé. Ah Je oui, n'ai pas oui, les images, mais on dit à peu près à partir de 3 ans que l'enfant il peut avoir des souvenirs, à partir de 3 ans. Plus ou moins, des fois c'est un petit peu avant, 2 ans et demi ou 4 ans pour d'autres. On va dire en moyenne à partir de 3 ans, l'enfant, classiquement, il se souvient à peu près voilà, de sa vie, quoi. Ça commence là. À partir du moment où c'est avant les 3 ans qu'il y a eu des agressions sexuelles, ce qui quand même est relativement le cas, c'est à peu près 21% débutent avant les 6 ans, des violences sexuelles sur les enfants. Euh, Là, ça va être vraiment au niveau de la mémoire corporelle. Donc, ce qui va être conseillé pour en sortir du mal-être, que le corps va avoir quand même cristallisé, parce que la personne, elle ne sait pas forcément d'où ça vient, mais il y aura des somatisations, forcément au niveau corporel, et du système nerveux, donc forcément après au niveau de la gestion du stress, de l'anxiété, voire peut-être un état dépressif, sans parler ensuite des maladies possibles qui peuvent découler de tout ça. Il va falloir aller plutôt vers les thérapies qui vont mettre dans un état modifié de conscience. Pour avant le verbal, avant les souvenirs,
c'est plus recommandé éventuellement d'aller vers ces thérapies-là, comme la respiration holotropique ou le breathwork ou au niveau médecine chamanique aussi, où il y a la transe par le tambour, les hutas-sudation, qui peuvent permettre des réémergences au-delà en fait du mental. Là, ça permet de dépasser les limites du mental, les protections, et de réaccéder vraiment plus à des souvenirs archaïques. Ou les psychotropes, même on en parle de plus en plus, hein, et en Suisse et en Belgique, il y en a qui pratiquent vraiment dans des centres pour se soigner de traumatismes, de prendre voilà, du LSD ou de la MDMA ou l'ayahuasca, mais dans des cadres vraiment sécurisés avec des professionnels formés, pas on ne sait pas d'où ça vient, voilà, il faut vraiment que ce soit très sécure, mais il peut y avoir vraiment des retours très très intéressants sur ce plan-là, avant les souvenirs. Ouais. Donc, avec toutes ces thérapies qui existent, donc, est-ce qu'à un moment donné, on peut vraiment être dans la résilience et transcender ce mal qui a été fait et vraiment guérir durablement? Là, pareil, il y a différents points de vue. Il y en a qui veulent même pas parler de guérison. On ne guérit jamais d'un vécu traumatique, mais après, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par guérison. Donc oui, moi, je fais partie de ceux, et on est nombreux à dire que oui, bien sûr, on peut tout à fait s'en remettre et avoir une vie satisfaisante. Par contre, ça nécessite des conditions. Ça nécessite les fameux facteurs de protection pour éviter de tomber dans un état de stress post-traumatique. Donc pour accéder à ces résiliences, c'est complètement faisable, mais il ne faut surtout pas minimiser toutes les personnes, par exemple, qui ont mis fin à leur vie, parce que c'est quand même une victime sur deux en cas d'inceste, hein, c'est quand même, qui en tout cas font une tentative de suicide. Je sais pas qui, voilà. Il y en a énormément qui s'autodétruisent par des conduites à risque, qui vont jusqu'à la mort, hein, voilà. Il y en a qui vivent vraiment dans une détresse pas possible, donc je ne veux pas minimiser du tout ça. Il y a des situations dramatiques, mais c'est en général des personnes qui n'ont eu aucun soutien. Des personnes qui se sont retrouvées seules, mais on peut tout à fait, avec un parcours de soins adapté ou au minimum un entourage vraiment qui a cru la personne, qui la soutient et où elle peut exploiter aussi son potentiel, avoir accès à ses ressources, ses capacités intérieures, ça permet de se remettre beaucoup mieux et vite d'un vécu traumatique. Et quand on a été victime d'un trauma, donc le risque qu'il peut y avoir, même si ça n'est pas la seule raison qui peut engendrer cela, on peut devenir soi-même, comme tu disais tout à l'heure, un agresseur. Oui. Ou un ou une. C'est ouais. peut-être moins généralisé chez les femmes. Bah, on dit qu'il y a 90% des auteurs de violences sexuelles sont des hommes. 98%. Là, c'est le ministère qui a envoyé ce chiffre-là. Donc il y a quand même 2% a priori de sexe féminin, pardon. Les hommes et les femmes, il va y avoir de différentes façons de réagir à l'agression sur la reproduction ou non. Une étude en victimologie montre qu'un garçon qui a été abusé sexuellement, agressé sexuellement, aura plus de tendance à devenir un auteur de violences sexuelles, et une femme qui a été agressée sexuellement à devenir une future victime de violences sexuelles. Et ça, c'est plus de 70% des personnes victimes qui vivent la revictimisation à l'âge adulte et au cours de leur vie. Donc ça fait partie aussi des conséquences. C'est le cercle vicieux de j'ai été victime en tant que femme, je me remettrai dans des situations de victimisation, donc avec des agresseurs, des personnes qui ont une emprise sur moi, des relations toxiques, ou alors des situations à risque. Voilà, donc la revictimisation, c'est plus de 70% quand même pour les femmes. Et pour les hommes, par contre, là, il y a plus le risque de devenir auteur à leur tour, ce qui n'en fait pas du tout une généralité de tous ceux qui ont vécu des violences sexuelles deviendront auteurs, pas du tout, du tout. Par contre, c'est aggravant, en tout cas dans le risque, pour devenir un auteur de violences sexuelles. Mais d'ailleurs, pas juste pour ce qui concerne les violences sexuelles. C'est-à-dire si un homme a été un garçon donc, a été maltraité durant l'enfance, négligé de façon grave, il peut par la suite développer une déviance sexuelle pour retrouver de son pouvoir, pour jouir de la domination qu'il aura sur ses victimes. Ce ne sera pas une satisfaction sexuelle, ce sera une satisfaction dominatrice en fait, de retrouver du pouvoir. Donc voilà, ça pourra aller vers une déviance même pédophilique éventuellement.
pour pouvoir justement être vraiment un ascendant par rapport à quelqu'un de très vulnérable et rejouer des choses qu'il n'a pas eues et qui s'est passé. Donc ça, on le met sur... on explique cette tendance-là plutôt au niveau des stéréotypes genrés, dans le sens où l'homme, il se doit d'être fort, de ne pas montrer ses émotions, et la femme, elle peut être victime parce qu'elle est vulnérable. Ça fait partie un peu du stéréotype de la femme douce. Donc l'homme, c'est beaucoup plus difficile pour lui, apparemment, d'accéder à l'état de victime, parce qu'il faudrait se montrer faible, en fait, et vulnérable. C'est très souvent associé à la faiblesse, hein, d'être victime. Donc il y a un côté aussi comme ça, inconscient, hein, qui se met en place de « je préfère être un auteur plutôt qu'une victime ». Plutôt être le bourreau qu'une victime. Parce que c'est aussi, il n'a pas vraiment sa place, l'homme vulnérable dans la société. Donc ça fait partie des critères qu'on explique pourquoi les hommes sont plus des auteurs que les femmes quand ils ont été agressés. Il y a aussi, c'est l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui montre qu'il y a, chez les adolescents qui sont auteurs de violences sexuelles, c'est 1 sur 3 qui a vécu des abus sexuels dans l'enfance. Pareil chez les adultes hommes. Et chez ces adultes hommes, 1 sur 3 fera de la victime, sa victime à lui aura le même âge que lui, à l'âge où il a été agressé en fait. Et ça se retrouve très souvent. Ceux qui étudient les auteurs d'infractions à caractère sexuel, ils voient que dans leur biographie, ils sont attirés tout le temps, par exemple, par les mêmes enfants du même âge. Ils ne savent pas pourquoi eux-mêmes, des fois, quand il y a de l'amnésie. Mais d'autres disent, ouais, j'ai été agressée à 13 ans et moi, j'aime que les enfants de 13 ans. Mais il n'y a pas le lien forcément fait. Ou des adultes incesteurs, pardon. Ils vont commencer à incester l'enfant à l'âge où eux-mêmes ont été incestés. Quand leur enfant atteint les 6 ans, là, ça devient quasiment impossible de résister. Il y a le besoin d'aller l'incester. C'est l'âge où lui-même a été incesté. Mais ça, c'est quand il y a eu du déni de la part de l'entourage. Ou alors que la personne, elle n'a pas pu parler, qu'elle n'a pas été écoutée, entendue. Il y a beaucoup plus de risques d'être dans la reproduction et dans l'identification inconsciente à l'agresseur quand tu n'as pas pu même toi-même te mettre à la place de la victime. Quand tu n'as pas parlé, que tu n'as pas été écouté, que tu n'as pas été cru, etc., il y a une forme de confusion, en fait. Ça veut dire que c'est acceptable ce qui s'est passé. Personne n'a reposé les choses à leur place. Toi, tu es la victime, l'auteur, c'est l'agresseur, on condamne cette personne, toi, on te met en soin. Ok, c'est clair. Quand la situation est confuse de cette façon-là, il peut y avoir identification à l'agresseur de la part de la victime, et plus tard, revivre des choses comme moyen presque de se soigner elle-même en étant elle-même l'agresseur. Donc c'est vraiment très toxique de ne pas accompagner, de ne pas croire les enfants qui parlent, parce qu'en fait, ça génère des potentiels agresseurs. Il y a d'autres facteurs, hein, le fait que justement, la structure psychique, hein, s'il y a des grosses sensibilités, ça va accentuer le risque. Le fait que plus tard, est-ce qu'il prend des drogues, est-ce qu'il consomme beaucoup de pornographie en s'isolant, par exemple, ça joue aussi beaucoup. Donc ce n'est pas un facteur isolé jamais hein, qui fait qu'on passe à l'acte ou non. C'est un mélange de situations et d'événements contextuels, mais aussi relationnels, social, sociétal, voilà, qui vont faire que on va aboutir à une forme de violence sexualisée, mais qui n'est pas du tout toujours pour avoir la satisfaction sexuelle. Hein. Alors, il y a plusieurs questions qui me viennent. Là, ça me fait penser à l'interview que j'ai faite avec Latifa Benari Oui. et son association L'Ange Bleu. Oui. Nous le rappelons, si vous ne l'avez pas vu, que des personnes à tendance pédophile, et elle fait bien la distinction, elle y tenait à faire bien la distinction entre pédophile, celui qui est attiré par les enfants, et pédocriminel, celui qui passe à l'acte, parce qu'il y en a qui ne passent pas à l'acte. Tout à fait. Il faut bien le rappeler. Oui. Et grâce à son association, les personnes pédophiles peuvent appeler avant de passer à l'acte, justement. Oui. Et elle les accompagne ou elle les redirige. Oui. Voilà, ça, toi, est-ce que tu as déjà eu affaire à des personnes qui t'ont appelé en disant je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai envie de toucher les enfants, j'en souffre, je ne sais pas quoi faire, aidez-moi. Ouais, non, moi personnellement, je n'ai jamais eu, mais en fait, ça fait partie des souhaits là, qui me restent, c'est vraiment d'aller davantage auprès du CRIAVS, le centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, de me former pour accompagner justement les auteurs de violences sexuelles ou ceux qui sont attirés par les enfants. Parce qu'en fait, il y a vraiment un espoir
important dans l'accompagnement de ces auteurs ou alors futurs potentiels auteurs, enfin on dit abstinents, de les soigner. C'est Inès Gauthier là, qui est une spécialiste dans l'accompagnement des auteurs de violences sexuelles. Elle fait des podcasts, des livres, elle est vraiment très intéressante, passionnante même. Et elle dit que c'est 95% des personnes qui sont venues consulter en tant qu'auteur ou alors pédophiles abstinents qui n'ont pas récidivé ou ne sont jamais passés à l'acte suite aux séances de groupe et à la psychothérapie. Donc en fait, c'est vraiment très encourageant. Il faut absolument que les auteurs soient pris en charge parce qu'il est très important en fait qu'ils puissent reconnaître la part victime en eux. Très très souvent, quand même, malgré tout, un auteur de violence, qu'elle soit sexuelle ou de violence en général, a été victime de violence. On dit que le premier facteur de commettre des violences, c'est d'en avoir subi. Donc l'important pour les auteurs, c'est qu'ils prennent conscience des conséquences de leurs actes. Ça, c'est moins de la moitié apparemment qu'on a conscience. Bon, on s'arrange comme on peut. Hein, déjà qu'ils aient conscience de ce que ça a produit en eux, en premier lieu, pour pouvoir reconnaître ce que ça a produit chez les autres. Déjà, comme ça, c'est déjà reconnaître les conséquences vis-à-vis de la victime. Voilà, ça, on se rend compte qu'il y a très très peu, voilà, la moitié à peu près, qui vraiment n'a pas du tout conscience que c'est grave, que vraiment ça peut avoir des conséquences délétères. Ensuite, c'est prendre conscience de qu'est-ce qui me pousse à agir de cette façon-là. Qu'est-ce qui fait que dans mon histoire, en fait, j'ai trouvé cette solution-là pour pallier à certaines souffrances qui étaient inadmissible, qui n'était pas supportable en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui ne s'est pas joué et je le rejoue là en étant violent. Et ensuite, il va falloir donc vraiment aborder d'abord la victime en lui avant d'aller aborder l'auteur en lui. Il y a vraiment un parcours où je ne suis pas spécialisée, mais il y en a d'autres qui le sont et qui ont des très très bons résultats. Donc c'est pas en effet impossible de je suis pédophile, j'ai peur de passer à l'acte. Je suis pédophile abstinent, bien sûr, mais j'ai peur de passer à l'acte. Il faut appeler le numéro STOP, là, c'est un service téléphonique d'orientation et de prévention pour les auteurs de violences sexuelles ou ceux qui sont attirés. Il faudrait mettre des affiches, distribuer les petites cartes, beaucoup plus aussi, faire de la prévention pour les auteurs ou pédophiles abstinents, parce que être en soins, ça aide vraiment à ne pas soit récidiver, soit passer à l'acte. Et trouver, en tant qu'entourage, quand nous-mêmes on n'est pas touchés par ça, je ne sais pas comment appeler ça, la force ou l'amour, est-ce qu'on peut aller jusque-là? C'est pas évident quand on est soi-même parent de se le représenter, de dédiaboliser ces personnes-là pour vraiment les aider à retrouver une forme de lumière intérieure, en sachant qu'il y a le risque quand même que malgré les soins, il arrive que certains passent quand même à l'acte, récidivent. Et souvent, il y a une haine qui peut se réveiller chez les gens. Et parmi ceux qui nous écoutent, ça peut arriver de se dire, de toute façon, ces gens-là, à minima, il faut les castrer. Au pire, faudrait pour éviter qu'ils prennent le risque de recommencer, il faudrait les éliminer. Moi, j'ai entendu des choses comme ça. Et peut-être que j'ai pu moi-même les penser sur le coup de l'émotion, face à l'horreur. Oui. C'est... Oui, mais la diabolisation des auteurs de violences sexuelles et essentiellement des pédophiles, enfin donc pédocriminels, elle est très répandue, très courante et malheureusement elle n'aide pas justement à ce que des hommes osent dire, soit à leurs proches, leur entourage ou un médecin, écoutez, je suis attiré sexuellement par un enfant. Voilà. Cette diabolisation fait que soi-même on a du mal à se l'avouer et donc c'est tellement tabou. Puis, vraiment le tabou au niveau social et sociétal il est énorme, hein. Il date depuis très très longtemps, le déni il est bien là, donc pareil les auteurs ou ceux qui sont attirés ils vont avoir énormément de mal à se l'avouer. Par contre, ça se comprend qu'il y ait de la haine, ça se comprend qu'il y ait des souhaits peut-être même d'éliminer ces personnes-là, mais par exemple la castration chimique elle n'est pas adaptée du tout à tous les profils, parce qu'il y a des profils différents, et les profils pour lesquels ils ne sont pas attirés sexuellement par les enfants, mais qui vont agresser des enfants, il y en a plein. Bah, la castration chimique, c'est pas forcément adapté. Eux, ils recherchent la domination. Donc, ils auront quand même ce besoin d'aller torturer ou d'aller dominer, maltraiter, peu importe. Les profils plutôt pervers ou psychopathiques, c'est pas du tout pareil que les profils pédophiliques.
Donc la castration chimique, elle n'est pas du tout voilà, miraculeuse pour tous les profils, elle ne marchera pas pour certains. Donc il y a même des médecins aujourd'hui qui disent non, c'est pas adapté pour vous. Tu veux dire qu'il y en a même castrés, ils pourraient faire des violences Ils vraiment pourraient perverses oui, sur des enfants, bien sûr, même s'il n'y a pas d'excitation physique. C'est plus tout à fait. le plaisir mental ou Oui, oui, c'est ça. symbolique. C'est ça, c'est le fait de jouir aussi des fois de transgresser les lois. Parce que, par exemple, pour les pervers, il y a ce côté-là aussi, la jouissance de transgresser les lois, où il y a une histoire des limites qui n'a pas été faite, quoi. Donc, de faire quelque chose qu'on sait d'interdit, ça donne une jouissance intérieure. Le besoin de dominer, par exemple, il est très très fort aussi hein, chez ces profils-là. Donc, le fait d'aller vers des personnes vulnérables, dont les handicapés, tout ça, c'est très satisfaisant. Et pour les profils psychopathiques, plus là, il y a cette immaturité qui fait qu'on veut assouvir tout de suite ses besoins, etc. Donc là, en effet, il n'y aura pas du tout d'attirance sexuelle si il y a la castration chimique. Là, ça pourra en effet complètement casser la pulsion sexuelle d'aller assouvir un besoin immédiat, même s'il n'y a pas d'attirance particulière pour les enfants. Ça pourrait aller dans ce sens-là. Et c'est rare les profils, comme tu dis, psychopathiques, parce que là, ça faisait des années que je voulais le faire, j'avais pas le courage, mais j'ai lu un des magazines de Carl Zero qui parle de ce fameux docteur dont j'ai oublié le nom. Je suis désolée, c'était tellement atroce. J'ai oublié son nom, un docteur qui a violé des centaines Ah, le d'enfants. Scornec. Voilà. Oui, oui, plus de 300, oui. Et on dit qu'on a retrouvé dans son carnet, il avait un carnet intime, et Ouais. il dit « Je suis pédophile et je suis fier de l'être, je suis heureux de l'être ». Vraiment, il n'avait aucun scrupule. Oui, oui. Ah, oui, oui. Ça, c'est rare, ça. Est-ce qu'il y a des chiffres qui montrent parmi le pourcentage? Je ne suis pas suffisamment spécialisée de la question. Je préfère pas dire non. Par contre, ceux qui s'intéressent vraiment aux auteurs de violences sexuelles disent que les maladies psychiatriques donc, sont vraiment rares. Qu'on tombe vraiment dans de la psychopathologie lourde, c'est plus rare. Mais il y en a. Le Squarnex fait partie. Là, c'est de la perversité, plus, avec zéro empathie, zéro remise en question, mais vraiment totalement en accord avec ce qu'il faisait, aucune notion du bien, du mal. En fait, c'est plutôt des exceptions. Les profils, vraiment, comme tu dis, de Le Squarneck, ça reste des exceptions. Parce qu'en fait, la majorité des cas, oui, c'est que je prends sous un autre angle, en fait, la question. Dans la majorité des cas, et c'est vraiment des personnes socialement intégrées, monsieur, madame, tout le monde, au niveau du profil masculin. On ne se doute pas du tout voilà, qu'il peut faire ce qu'il a fait, et ça reste quelqu'un d'intégré socialement. Voilà. Ça, c'est au niveau des stats, c'est quand même à peu près 90%. Enfin, c'est vraiment la majorité qui ressort de ces profils-là, où il n'y a pas quelque chose de particulièrement cinglé dans cette personne. Alors, on a parlé du facteur, donc le fait d'être soi-même victime, quand on est plus jeune, bah voilà, il y a le risque qu'on le reproduise. Mais il y a aussi, il y a des personnes qui sont agresseurs, mais qui n'ont pas été victimes elles-mêmes. C'est ce que m'expliquait Latifa Benari dans l'entretien. Les méfaits, l'une des causes aussi, les méfaits du porno sur les gens. Et avec l'accès au porno de plus en plus jeune, tu peux nous en dire quelques mots? Ça aussi, ça impacte la sexualité des gens. Oui, oui, ça c'est vrai, tout à fait. Surtout quand c'est à un âge précoce. Visionner des films porno à un âge précoce, on l'a vu que ça modifiait quand même vachement le rapport à la sexualité par la suite, et ça crée une confusion dans les attentes dans les relations entre le jeune garçon mineur et la jeune fille, hein, ou même plus tard. C'est à peu près 12% des personnes qui vont visionner du porno qui sont mineures, c'est 12%. Et on dit qu'à l'âge de 12 ans, c'est 1 sur 3 qui a 12 ans qui a déjà vu du porno dans les enquêtes qu'ils ont faites. Donc aujourd'hui, ça commence très tôt. 1 sur 3 qui a 12 ans a déjà vu du porno. Donc vu que c'est tabou comme sujet, la sexualité, on n'en parle pas beaucoup, ni à la maison, ni à l'école, ça reste quand même encore très peu abordé comme sujet. Les jeunes vont chercher des réponses sur Internet, ils tombent très rapidement sur du porno. Et là, ça va vraiment perturber en effet leur comportement. Il y a une enquête qui montrait que, au niveau des statistiques de ceux qui vont voir du porno,
50% des jeunes qui avaient répondu à l'enquête disaient que ça influençait leur manière d'être dans la sexualité avec leur partenaire. Donc c'est quand même, voilà, c'est pas tout le monde, mais c'est quand même important. Et ça peut entraîner des comportements déviants par la suite s'il n'y a pas eu à un moment donné une prise de conscience que non, ce n'est pas la réalité, non, ça c'est de la domination, ça c'est interdit. Ils vont reproduire des choses en fait sans conscience, hein, que c'est vraiment problématique ou interdit. Et s'ils continuent et grandissent avec cette idée-là, en effet, ça peut aller vers créer vraiment des problématiques de déviance sexuelle. Donc que ce soit sur des adultes ou après des enfants, parce que on peut trouver vraiment des Ouais. vidéos sur internet avec Mm. des enfants. Ça c'est avec l'affaire Epstein là, il y a vraiment des images qui sont ressorties aussi atroces. Mais surtout que la pédopornographie, en France, on est le 3e pays hébergeur au monde, hein, le 3e, en classe 3, après les Pays-Bas et les États-Unis, où il y a le plus de contenu pédopornographique et le plus de sites. Et en Europe, on est le 2e pays européen, le plus consommateur, hein, de sites pédopornographiques. Donc il y a énormément, il y a une augmentation qui a été absolument énorme ces dernières années, surtout depuis le Covid, au niveau des images. Et c'est un vrai problème là aussi au niveau de la pédopornographie, au niveau des chiffres, parce qu'en fait, bon, c'est 90% de filles, elles ont en moyenne 10 ans sur la moyenne, donc il y en a moins, hein, moins de 10 ans et d'autres un peu plus. Et le plus problématique, c'est que la majorité des contenus qu'on retrouve sur Internet pédopornographiques viennent soit des parents qui ont généré le contenu qu'ils revendent ensuite, qui mettent en ligne eux-mêmes, soit des comptes WhatsApp de monsieur et madame tout le monde. Il faut le savoir, c'est très bien qu'on en parle, parce qu'en fait, il suffit de changer le statut du mode public au mode privé. Parce qu'en fait, plus de 50% des contenus qu'on retrouve dans les fichiers pédopornographiques viennent de vos images, vous, parents, qui publiez vos enfants à la plage, à l'école, à la piscine, peu importe. C'est détourné par les pédocriminels, en tout cas, pardon, ou pédophiles abstinents, on ne sait pas, ceux qui consomment en tout cas de la pédopornographie. Ils utilisent ces images, ils les détournent. Maintenant, avec l'IA, il y a des déshabilleurs donc, qui permettent de mettre votre enfant nu s'il avait un maillot de bain. On peut lui faire des choses par l'IA, encore une fois. Donc votre enfant va être sexualisé, il va y avoir des propos pareils, bien sûr, hein, pour pédophiles entre eux, des choses perverses autour de votre enfant avec sa photo. Donc eux, ils piochent, on dit vraiment qu'ils se servent. Ils vont faire les courses dans vos téléphones WhatsApp, tous les réseaux sociaux, où on publie les enfants comme ça sans protection. C'est génial. C'est ça qui permet de faire vraiment le plus de contenu pédopornographique. Et ensuite, ça peut être plus grave. C'est pour ça qu'il faut le savoir. C'est pas pour dire oh mon Dieu, c'est grave. C'est pour être plus conscient et vigilant. Donc déjà passer du mode privé, du statut public au mode privé, hein, sur les groupes WhatsApp, etc. Que les enfants évitent aussi sur TikTok, Insta, Facebook et tout, de publier trop de choses de eux et d'informations, parce que les prédateurs s'en servent et ils vont se dire ah, par exemple, ils étudient un profil qu'ils souhaiteraient approcher, ils vont comprendre qu'il va à l'école tel jour, à la piscine tel jour, qu'il a telle activité, il va essayer de l'approcher, de l'attendre à la sortie, il va dire ah, il aime par exemple lire Harry Potter, je vais dire que je suis un fan d'Harry Potter pour créer un lien. Il va créer vraiment, en fonction de toutes les informations qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça leur permet d'avoir vraiment une stratégie très poussée pour que l'enfant ait confiance. Ils vont même dire, mais si, tu sais, je suis le cousin de ton oncle Harry, parce qu'il a vu qu'il y avait une photo de Harry sur Facebook. Donc l'enfant, il se dit, ah ça va, c'est de la famille, j'ai confiance, et il part avec. Voilà. Vraiment, il faut le savoir, les réseaux sociaux, c'est une mine d'or pour les pédophiles abstinents ou les pédocriminels, hein. Vraiment une mine d'or. Donc, en avoir conscience, mettre des protections aussi pour les enfants au niveau de ce qu'ils publient, avoir un œil dessus. Et on peut, sinon on parlera des ressources plus tard, hein, sinon par rapport au site e-enfance, là, vu qu'on est dedans, mais Vas-y. le site e-enfance, c'est vraiment, il est reconnu d'utilité publique aujourd'hui et c'est une manière de se protéger de toute forme d'abus, de violence sur Internet, donc cyberharcèlement et tout ça, mais aussi quand il y a du contenu illicite sur Internet. On peut appeler le 3018 qui fait partie de la plateforme donc du site e-enfance, qui est vraiment un site de protection des mineurs sur Internet. Donc i-enfance, site vraiment phare pour protéger les mineurs sur Internet. Ils peuvent l'utiliser eux-mêmes.
Ils ont aussi une appli de chat pour pouvoir envoyer du contenu qu'ils reçoivent, voilà, ou qui a été publié, etc. Ça, c'est vraiment à connaître comme ressource. Juste une question, parce que quand on parle des enfants, c'est que les enfants sont victimes, etc. Est-ce que les adolescents sont inclus dedans? C'est Oui. quoi les enfants? C'est de quel âge à quel âge quand c'est... Ouais, bah, on parle de 15 ans en fait. Mineurs de moins de 15 ans par exemple, il y a une différence à partir de 15 à 18. Ça reste des mineurs, hein, 15-18 sont des mineurs. Mais par contre, mineurs de moins de 15 ans, c'est aggravant comme circonstance. Donc par exemple, je suis citoyenne, je vois que un enfant de 10 ans va être agressé. C'est aggravant si je ne fais rien que s'il avait 18 ans, par exemple. J'aurais quand même, a priori, une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, voilà, mais ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende s'il a moins de 15 ans. Donc en fait, il y a une sorte de majorité, on va dire, de consentement qui a été posée à 15 ans. L'enfant, à partir de 15 ans, il est censé pouvoir consentir. Sauf que maintenant, justement, on a rectifié les choses. Je crois que c'est avec la loi Billon de 2018 là, qui voulait mettre justement le consentement. Non, on ne parle plus de consentement à partir du moment où, en tout cas, il s'agit d'inceste. Même jusqu'à 18 ans, on n'est pas capable de consentir, même si on a 15 ans. Voilà, donc ça, c'est OK. Mais avant, il y avait quand même ce truc de, voilà, à partir de 15 ans, on est censé consentir ou non, donc on est censé savoir se défendre, dire non. Mais en fait, si l'agresseur a 5 ans de plus, c'est-à-dire à 20 ans, et que l'autre il en a 15, là, il n'y a pas besoin de prouver qu'on était consentant ou non. S'il y a 5 ans ou plus d'écart d'âge, il y a de toute façon abus sexuel sur enfant, on va dire, c'est un crime, même si l'enfant, je ne suis pas très claire, avec 15 ans. Mais en tout cas, voilà, c'est soit entre 15 et 18 ans, bon, bah là, il est censé avoir le consentement, hein, voilà, à 15 ans. Mais s'il y a 50 plus, non, il n'a plus le consentement. À 15 ans. Et puis si c'est quelqu'un de la famille, si c'est l'inceste, Et là, non, là voilà. pareil. Là, il n'y a pas Jusqu'à d'histoire 18 de ans, consentement. c'est... Non, non, non. Parce qu'après, il peut y avoir des exceptions. Juste une parenthèse, on ne va pas s'attarder dessus. Mais il arrive qu'il y ait des histoires d'amour comme ça. Moi, je me souviens quand j'étais petite, sur le coup, ça m'avait un peu choquée, mais après, j'avais rencontré un monsieur qui avait 35 ans, quand il est tombé amoureux d'une jeune fille de 13 ans. Ah oui. Il a attendu, je crois qu'elle ait 15 ans. Et après, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, et c'était vraiment une histoire d'amour. Ça a été quelque chose de durable. C'était pas, il n'était pas attiré par les jeunes filles avant, c'était vraiment leur histoire. Donc, ok, parfois la vie oui, ça peut arriver, bien sûr. propose des situations qui, de prime abord, semblent illégales, inadmissibles. Et en fait, il y a de l'amour. Ça doit être difficile, dans certains cas, même en justice, de juger ce qui est légitime, ce qui ne l'est pas. Ce qui est... Ben, après, on va dire, la maturité du consentement, elle dépend aussi de chaque individu, hein, mais a priori, à 15 ans, on n'est pas complètement capable de s'engager avec quelqu'un qui a 35 ans en toute conscience, dans le sens, voilà, il peut y avoir quand même une forme d'ascendance, la personne, on ne sait pas si elle est fiable ou pas dans voilà, sa capacité à manipuler, c'est compliqué à 15 ans de faire la part de plein de choses dont on ne connaît même pas les risques. Donc on ne va pas dire oui, à 15 ans, on est tous capables de dire oui ou non, en conscience. Non, jusqu'à 18 ans, si la personne a plus de 5 ans, non. On ne va pas laisser se créer un couple. Ou alors, dans ce cas, on revoit toutes les lois et puis il y aura toutes les dérives possibles. Par contre, tu parles d'une exception. À mon avis, ce n'est pas tous les jours qu'il y a des vraies histoires d'amour entre quelqu'un de 15 ans et l'autre de 35. Déjà, il faut comprendre pourquoi ces milieux-là se côtoient à ce point-là. 35 ans et 15 ans, on n'a pas les mêmes activités. Mais il y a toujours des exceptions, bien sûr. Il doit y avoir des histoires d'amour réelles. Et dans ce cas, il est bon, si c'est vraiment de l'amour, d'attendre quelle est la majorité pour consentir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, si on est témoin ou si on... Alors des fois, on peut vraiment être au courant qu'il y a des violences sexuelles dans un foyer. Parfois, on peut juste supposer ou avoir des doutes.
qu'est-ce qu'on peut faire si on suppose qu'un enfant est victime de violences chez lui? Mmh. Parce que c'est pas évident d'aller voir un enfant et quelles questions on lui pose, quoi? Ah Et oui. et comment on fait? Et quelles sont les démarches Mmh. à faire Bah, c'est juridiques? pas à nous, d'aller enquêter, donc aller questionner l'enfant, par exemple, ce serait pas une très bonne idée, je Mmh. pense. Par contre, si on a un doute, un soupçon, qu'il y a des maltraitances, mais, ben, voilà, on va dire, on n'est pas obligé d'avoir une preuve du tout qu'il y ait une maltraitance pour faire un signalement. Par contre, il y a des degrés de signalement. Là, la situation que tu donnes, tu peux appeler le 119. Le 119, il va te renseigner. Tu vas dire: «Voilà, il se passe ci, il se passe ça, c'est ça qui m'alerte. Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation?» Le 119, c'est vraiment le numéro, OK, que tous les enfants devraient connaître. Pour les adultes aussi, pour, les professionnels qui se posent des questions, ils peuvent donner des renseignements. Donc il y a ça, mais ils sont surchargés, ils ont plus de 40 000 appels. Enfin, c'est donc très souvent, ça sonne dans le vide, le 119. C'est pour ça que je reprends quand même. C'est important d'avoir ce numéro, mais c'est très compliqué de répondre parce qu'en fait, ils sont surchargés d'appels. Donc si ça ne répond pas, le 119, de toute façon, il faut faire une IP. Ensuite, si, vraiment on sent, et que même pour les professionnels ou un citoyen, qu'il y a vraiment un problème, mais c'est encore un soupçon, on n'est pas sûr, mais là vraiment on se dit, ça se voit, il y a des choses et tout ça, on peut faire un signalement, un signalement auprès de la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes. Donc là, on fait une IP. C'est par département, il y a la CRIP, c'est par département, donc on cherche la CRIP de mon département, cellule de recueil des informations préoccupantes, et là, c'est eux qui vont être chargés de faire une enquête en envoyant des inspecteurs sociaux dans la famille. C'est pas nous qui allons le Mmh. faire. L'information préoccupante peut se faire donc soit par téléphone, soit par mail. Elle est traitée dans les 3 mois, en gros, mais s'ils estiment que c'est assez urgent, elle peut être traitée en priorité avant 3 mois, et là, il va y avoir une enquête sociale qui va se faire dans le foyer. Si par contre, voilà, on a vraiment, vu que là, il y a viol ou que, l'enfant se fait taper ou que, voilà, il y a vraiment quelque chose d'avéré, là, on peut faire directement on peut aller porter plainte, hein, directement, déposer plainte en gendarmerie ou police, Mmh. direct, mais on peut faire aussi un signalement judiciaire, et ça, c'est les professionnels aussi, c'est encore une autre partie, on va dire, des obligations et des devoirs, à la fois du citoyen, mais aussi des professionnels. En tout cas, le signalement judiciaire, là, il est pour, que les choses soient plus rapides quand il y a pas de soupçon, qu'il y a vraiment des violences avérées. On va directement s'adresser au procureur de la République. Donc on contacte le parquet, qui a on va dire une permanence, 7 jours sur 7, 24/24, avec un numéro d'urgence, si vraiment même il y a besoin, pour que le juge il puisse faire, une ordonnance de placement provisoire, pour mettre l'enfant à l'abri, le temps de faire l'enquête, par exemple. Mais s'il y a vraiment un danger imminent, immédiat, on appelle le 17, voilà, carrément, hein, c'est clair. On va passer à un tout autre sujet, Ève, Mmh. parce que tu as co-créé un tiers-lieu qui s'appelle La Bazarte. Pourrais-tu nous en dire plus? Avec qui tu l'as créé? Et oui, Où? Et dans quel objectif? avec plaisir. Donc ce tiers-lieu, La Bazarte, on l'a co-créé avec Alain Dicane, qui est aussi artiste plasticien, art thérapeute et psychanalyste. On l'a trouvé il y a 3 ans. C'est un lieu donc dans le parc des Volcans d'Auvergne qui a, 5 hectares de forêt et de bois avec un ancien grand bâtiment. On souhaitait développer un lieu qui soit autour de l'art et du soin. Donc vu qu'étant art thérapeute et artiste tous les deux, on avait vraiment conscience, de cette force de la créativité, dans un parcours de soins, et on souhaitait pouvoir proposer des, accompagnements sur une durée un peu plus longue qu'en séance comme ça, comme des séjours. Donc voilà, on a cherché ce lieu, on l'a trouvé, et depuis 2 ans, là, on a commencé à proposer des séjours et des stages à la Bazarte en Auvergne. Donc, on a formé, on va dire, 2 séjours différents, un qui est plus sur, l'accompagnement justement des personnes psychotraumatisées, mais sur 5 jours, on s'est dit: «Non, on va faire plus de mal que de bien», donc on va plutôt proposer sur comment contacter ses capacités de résilience, donc ses ressources intérieures par les arts-thérapies. Donc voilà, pendant une semaine.
Ça a été magnifique, les retours qu'on a eus sont vraiment très très encourageants, donc voilà, ça a été vraiment une très belle expérience. Et l'autre qui était plus pour les personnes qui veulent un peu mieux se connaître, avancer sur le chemin de connaissance de soi par les arts-thérapies. Donc explorer un petit peu ou s'actualiser, il y en a des fois qui ne savent plus où trop ils en sont, faire un point. Et voilà, celui-là aussi a été... il y en a 3 qui reviennent d'ailleurs de l'année dernière, qui souhaitent se réinscrire cet été. On propose aussi des stages sur 2 jours, sur un week-end pour les professionnels du soin et de la santé, par rapport à comment accompagner le psychotraumatisme par les arts-thérapies, avec une méthodologie, parce qu'il y a vraiment une méthodologie, on ne fait pas ça n'importe comment, et des phases différentes à respecter, les dispositifs adaptés, c'est pas... L'art-thérapie, c'est vraiment une thérapie, c'est pas de la médiation artistique, c'est pas de l'occupationnel. Donc on peut vraiment agir en profondeur et faire aussi des bêtises. Donc voilà, il y a une méthodologie à apprendre. Il y a aussi plein d'autres thématiques sur 2 jours de stage pour le tout public ou les professionnels du soin. L'art-thérapie, on en a parlé un peu au début, mais on va approfondir. Mmh. Donc, c'est quoi l'art-thérapie? C'est soigner grâce à l'art? Et c'est quoi l'art? Oui, bah, après moi je vais parler en mon nom, hein, parce Ouais. que encore une fois, il y a plein d'écoles. Dans art-thérapie, comme je le disais, il y a thérapie. Et très souvent, l'art-thérapie est associée quand même à de l'occupationnel par de l'artistique. Donc ça n'a rien à voir. On va vraiment partir du processus créatif qui se passe chez une personne quand elle est en état de créer, dans un cadre thérapeutique et particulier. Et on va se servir en fait de cet état-là, du processus créatif, pour aller transformer, exprimer, explorer et mettre à distance des situations vécues par la personne. Donc l'art-thérapie, c'est, on va dire, proposer une thérapie en se servant des médiations artistiques et corporelles pour exprimer certaines choses. Comme la musique, Voilà. le Donc il théâtre. peut y avoir théâtre, musique, dessin, peinture, collage, modelage, expression dansée, c'est infini. Après, selon le praticien, et avec quoi il est à l'aise, qu'est-ce qu'il a pratiqué dans sa vie, on peut proposer tout un panel, hein. Moi, c'est mon cas, par exemple. Tout ce que j'ai pu pratiquer, je le propose. Donc ça va de l'expression théâtrale à l'expression dansée, avec les médiations plutôt manuelles et plastiques. L'écriture aussi? L'écriture thérapeutique, bien sûr. Et ensuite, selon les personnes, selon voilà, l'état où elles en sont, de la thérapie, on va proposer. C'est pas tant le médium qui compte, c'est quel dispositif on va créer avec cette médiation-là, avec ce médium-là, et à quel moment de la thérapie, et pour qui, et pourquoi. Voilà, c'est vraiment des dispositifs raisonnés qui vont faire toute la différence. Il ne faut pas se dire, ah, l'écriture soigne, la peinture soigne. Non, non, c'est pas ça. C'est le dispositif qu'on va créer de façon adaptée à la personne. C'est le fait de sortir ce qu'on a à l'intérieur, quel que soit l'outil finalement. Oui, Vous c'est ça. déterminez ensemble quel est l'outil le plus approprié pour la personne. Oui. C'est transformer ce qu'on a à l'intérieur. Ouais, ben, comment, en fait, par exemple, pour les traumatismes sexuels, ou même les psychotraumas en général, il y a beaucoup une part d'indicible. Puisqu'en fait, il s'est passé la rupture là, au niveau de l'hippocampe, la manière dont on enregistre les souvenirs. Là, il y a une fracture avec la mémoire traumatique. Donc en fait, c'est une petite mémoire indépendante. Il y a une part en fait du cortex préfrontal là qui est coupée. On va dire, il n'y a plus trop moyen de verbaliser, de raisonner ce qui s'est passé. C'est très émotionnel comme souvenir et très archaïque, corporel au niveau du système nerveux. Passer par les arts, la médiation artistique et corporelle va permettre de recontacter des souvenirs qui vont être beaucoup plus corporels et somatiques que si je reste dans une thérapie verbale, où là je fais du coup appel uniquement quasiment à mon cerveau gauche, hein, qui est le siège de la raison. Donc je parle, je vais dire tout ce que je sais de mon histoire, et au bout d'un moment peut-être je vais tourner en rond. Si je veux accéder à des empreintes plus profondes, des vécus traumatiques qui ne dépendent pas là de mon néocortex, cortex préfrontal, on dit plus néocortex je crois, il va falloir que j'aille plutôt activer le système limbique et voire même archaïque à un moment donné, en allant passer par le corps. Et là, on a vu que d'aller se mettre en état de créer, avec de la peinture, des couleurs, ça va évoquer des émotions. Parce que quoi? Parce que des sensations. Donc les sensations, c'est ça, on s'est coupé des sensations tout à l'heure, on a dit.
des émotions et des sensations avec la dissociation. Donc comment, par le verbal, je peux recontacter tout ça? Ça sera insuffisant. Pour tout ce qui est trauma, il va falloir vraiment, ça suffira pas une thérapie verbale. Il va falloir passer par du psychocorporel. Et il y a beaucoup de thérapeutes maintenant qui sont psychothérapeutes, hein, qui se sont formés à d'autres approches, MDR, hypnose par exemple, mais aussi les médiations artistiques. Ouais. Toi, c'est ce que tu proposes. Tu peux proposer des séances verbales, Bien sûr. mais aussi des Oui. outils Oui, complètement. artistiques. Je ne suis pas tenue que aux problématiques, aux problématiques de traumatisme ou sexuel, bien sûr que non. C'est que je souhaitais avant tout pouvoir accompagner les personnes psychotraumatisées, parce qu'en fait, on est une société psychotraumatisée. Je ne sais plus, je crois que c'est Cyrulnik qui disait à la fin de notre vie, un adulte sur 2 aura connu le choc traumatique. Et un enfant sur 4 aura vécu le choc traumatique aussi. Donc c'est quand même, je pense que s'intéresser au psychotrauma et à comment l'accompagner pour pouvoir mieux le soigner, ça devient quasiment d'utilité publique. C'est vraiment, on est une société psychotraumatisée, je trouve, de plus en plus d'ailleurs. C'est pas depuis toujours, finalement, quand on regarde des films d'époque, les Oui, violences sur les enfants, les guerres, les mises à mort publiques. oui. C'est- Oui, le c'est- traumatisme fait partie de c'est la vie horrible. humaine. Le trauma fait partie de la vie humaine. Mais j'ai la sensation que selon les époques, aujourd'hui à notre époque, c'est comme si ça devenait, ça suinte, ça remonte à la surface de plus en plus le mal-être. C'est quand même, les tentatives de suicide chez les jeunes sont énormes, on parle de 1 jeune sur 2 est diagnostiqué en dépressif ou anxieux, c'est énorme. Il y a comme un cri, j'ai l'impression, d'appel à être pris en considération dans la souffrance, pas dans le fait de... mais pour libérer en fait, pour libérer le mal-être. Et Donc- si tu dis que c'est transgénérationnel, finalement, si on a toutes nos générations d'avant, donc qui ont vécu tout ce que je viens de dire, Voilà, mais on le porte. on le hein, de porte, toute à un moment façon. donné, c'est peut-être le moment, comme tu dis, il faut libérer, c'est le moment de la libération collective, individuelle. Moi j'ai l'impression qu'en fait il y a quelque chose qui nous met là maintenant au pied du mur, un peu comme, bon ok, on arrive à une impasse, il y a trop de violence, il y a trop de souffrance, maintenant il faut prendre conscience que ça va commencer dès l'enfance. Il y a vraiment, c'est Marion Querc, qui est une spécialiste des droits de l'enfant, qui dit il faudrait vraiment aller dans une humanisation de l'enfance, dans le sens que on a un rapport à l'enfant qui est vraiment de l'ordre de la méfiance et de la domination en France. Hein. En Suède, elle montre par exemple la manière de se comporter avec l'enfant. Il est beaucoup plus dans l'égalité, dans le dialogue, la communication. On ne lève pas la main dessus. L'interdiction de la fessée en Suède, c'est depuis 1979. Nous, en France, c'est depuis 2019. Les violences éducatives ordinaires, elles sont interdites depuis 2019. La Suède, 79. Bon, déjà, ça en dit pas mal. Mais elle parle de cette humanisation de l'enfance parce qu'en fait, les méfaits sont tellement importants sur le développement de l'enfant. Le cerveau des enfants, il est fragile, il est hyper malléable, donc tout est possible, mais à la fois le pire aussi. C'est-à-dire que s'il grandit dans un contexte où la maltraitance dite ordinaire, hein, les violences éducatives dites éducatives, mais très ordinaires en effet, et que ça c'était la norme et que c'était courant, il va grandir dans un rapport de domination, soumission, le fameux adultisme-là. C'est on impose la loi du plus fort, je vais user de mon autorité sur toi, tu feras ce que je te dis de faire, si tu n'es pas d'accord, j'userai de la force. Voilà, ça c'est le modèle avec lequel l'enfant va grandir. Mais un jour il sera fort lui aussi. Et ça c'est le modèle le plus courant en France. C'est quand même 85% des enfants qui subissent les violences éducatives ordinaires. Donc maintenant, depuis 2025, il y a 2 pages dans le carnet de santé des femmes enceintes et des petits bébés où il y aura l'explication c'est quoi les VO, c'est quoi l'interdit, la loi, etc. La peine, aujourd'hui, non, on n'a plus le droit de donner une fessée à son enfant en toute impunité. Non, on peut discuter avec. Donc en effet, il y a aujourd'hui, le psychotrauma, il est un peu généralisé dès l'enfance. Et en fait, c'est pour ça que c'est important dans notre société psychotraumatisée, là, j'ai l'impression qu'on ne peut pas aller plus loin, qu'il faut revenir à, ok, comment on prévient plutôt que guérir? Prévenir plutôt que guérir. Prévenir, c'est humanisation de l'enfance, donc être beaucoup plus respectueux de l'enfant,
arrêter de le considérer comme un objet, lui redonner une place de sujet. L'enfant est objectivé. Vraiment, en France, c'est catastrophique. On choque d'autres pays, hein. On choque d'autres pays dans notre manière d'éduquer les enfants, hein. C'est vraiment quelque chose qui est très typique français. La bonne claque qui a jamais tué personne. Attention, l'enfant roi, donc il va falloir... Voilà, on a un très mauvais rapport à l'enfant. Ben, on pourrait faire une vidéo là-dessus, si c'est possible, une Avec prochaine grand plaisir, vidéo, ouais. parce que c'est vrai que des fois, en tant que parent, on peut se sentir démuni, parce qu'on nous Ouais. a transmis ce modèle-là, Complètement, par exemple, oui, et on ne sait pas comment faire autrement oui, que par une fessée, que par une punition, que par... Et après, on peut tomber dans, oui, l'enfant roi, etc. c'est ça. Et effectivement, l'enfant, comme on ne sait pas faire, Mm. parce que si on n'a recours ni à la fessée, ni au dialogue, ni à rien, et qu'on ne sait pas quoi faire, oui, l'enfant peut devenir après tyrannique. Oui, Si on n'a pas les outils. oui, oui, oui. Non, mais c'est Et pour donc ça, après, ouais. on va dire, bah oui, il a une bonne fessée, et c'est le cercle vicieux. Oui. Donc moi, j'aimerais bien qu'on fasse une vidéo là-dessus. On va pas développer là, Mm. mais ça serait un sujet très très intéressant. Oui. Mais de toute façon, pour enrayer le cycle de la violence, faut vraiment passer par l'éducation à la parentalité dès les femmes enceintes, en fait. Vraiment. Mais il y a une application maintenant, hein, qui est les 1000 premiers jours, là. Une application pour les parents qui peuvent mettre sur leur téléphone. Les 1000 premiers jours sont les plus importants. Mais on va pas développer là. Ouais. Mais en effet, et ça joue beaucoup sur la capacité ou non plus tard à devenir un auteur de violence, quelle qu'elle soit, hein, sexuelle ou non. Mais en tout cas, ça va être dans le bain dans lequel il a grandi dans ces 1000 premiers jours et aussi tout le long de son enfance, mais essentiellement à ce moment-là. Ou en tout cas, il aura des capacités de résilience peut-être plus fortes si les 1000 premiers jours au moins, il a été quand même préservé. Même si plus tard, il vit dans l'adversité, il y a quand même quelque chose, voilà, qui a été intouché dans ces 1000 premiers jours. Et puis il faudra voir si ces 1000 premiers jours n'ont pas été parfaits, ou voire même pas terribles. Est-ce qu'il y a des moyens de rétablir quelque chose de plus sain, même si, est-ce que c'est un parent qui va se dire, bon sang, mon enfant a 10 ans, les 1000 premiers jours, je lui ai mis des fessées, j'ai fessé. Ah oui, Est-ce oui, que c'est oui. fichu? Est-ce que c'est Non, fichu, non, non, ou est-ce non, que... mais non, 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 justement, c'est pour ça que c'est très important toute la façon dont son développement va se produire. Même si au début, il y aura eu en effet des séquelles, oui, ça perturbe le développement psycho-affectif de l'enfant et aussi psychologique, hein, clairement. Mais par contre, si ça ne perdure pas par la suite et qu'il ne continue pas de se grandir avec ce modèle-là de violence, non, il va apprendre et il y a des nouvelles connexions neuronales qui vont se créer parce que on est vraiment plastique et encore plus les enfants. Toutes les expériences génèrent des connexions neuronales, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc si voilà, le parent il est plutôt attentif, plutôt compréhensif et plutôt présent, dans le bon sens du terme, qui répond à ses besoins fondamentaux de façon adaptée, non, l'enfant il va développer aussi un autre modèle en lui, d'autres références qui seront plutôt saines. Alors, je crois qu'il va falloir qu'on termine. Ève, est-ce que tu voudrais ajouter quelque Oui. chose avant qu'on finisse? Il y a quelque chose qui te vient d'essentiel? Bien, juste pour terminer, ouais, une des choses les plus importantes, je pense, aujourd'hui, c'est vraiment qu'on accepte de sortir du déni. Dans le sens que la phrase de Salmona, Muriel Salmona, qui dit le déni social et sociétal est responsable de la perpétuation des violences et nous rend complices des auteurs de violences sexuelles. Donc vraiment, je pense que aujourd'hui, c'est avoir la force et le courage d'oser entendre ce qui se passe et qu'on n'a pas envie d'entendre, et c'est normal et ça se comprend. Mais maintenant, il faut sortir de ce petit confort de l'autruche là et voir, oser entendre, oser croire quand un enfant nous parle. Les enfants ne vont pas raconter des histoires d'abus sexuels ou de violences sexuelles. Un enfant qui est sain et qui a priori est sain dans le sens il est dans un environnement sain, il va pas nous mentir pour nous dire ah au fait l'autre il me touche les fesses. Donc À moins d'être manipulé par un autre adulte. qui va lui dire va raconter que t'es abusé. Ça peut arriver? Ça ou pas? Parce que un enfant, il est tellement... Oui, mais non, mais enfin, oui, ah oui, l'aliénation parentale, par exemple. La fameuse aliénation parentale qui est un fourre-tout aujourd'hui. Ah ben merci de dire ça parce que justement là, moi je conseille un ouvrage, Romane Brizard, cette journaliste. Si tu peux l'inviter, vraiment, je te conseille de l'inviter, qui a fait un travail magnifique auprès de ces femmes justement qui ont dû fuir à l'étranger parce que justement on les accusait d'aliénation parentale pour leur enfant. Et on demandait à ce que, au niveau de la justice, là, l'enfant soit redonné au père ou qu'il y ait la garde alternée.
On les alors que le père est incestueux. Ah oui, donc on les accusait d'avoir incité l'enfant à dire que le père était C'est ça, incestueux. voilà. Tu vois, tu parles tout à l'heure de dire ou d'accord. alors influencé par un autre adulte qui lui dit Mm. d'aller raconter. Donc là, on pense tout de suite aux mères qui vont dire, voilà, c'est très souvent les mères qui viennent dire mon enfant m'a dit que leur père les touchait sexuellement. Ah, ça va être le fameux fourre-tout, l'aliénation parentale, qui fait que, hop, on va mettre ça de côté en disant oui, mais attention, on nous a dit que les mères pouvaient être vengeresses, elle a quelque chose contre son mari, elle veut la garde totale, ou elle veut se séparer de lui, c'est le meilleur moyen d'eux, on ne sait pas, en fait, des guéguerres. Ils mettent ça de côté, vraiment, comme étant, ok, on va voir, et ça va être très long, voire l'enfant va souvent atterrir chez le père. Donc je conseille vraiment de lire Inceste d'État de Romane Brizard, parce que là, tout est donné, avec des chiffres, avec des preuves, avec un travail de journalistique extrêmement pointu sur 5 ans, qui est très riche, et qui montre à quel point, voilà, cette fameuse A va dire à l'autre que non, ça n'existe pas, c'est comme toujours une exception, mais tellement minime que quand un enfant vient vous dire quelque chose, croyez-le. Point. Et après, sauf, voilà, preuve du contraire. Mais on croit d'abord, et si après on nous prouve que c'est faux, ok, mais c'est tellement minoritaire qu'il ne faut pas partir de ça. Oui, il vaut mieux partir dans l'autre sens Ah oui, que... ce que disait le juge Édouard Durand, hein, on vous croit, vous n'êtes pas seul, c'est ces mots d'ordre, et je te protège. Voilà. On vous croit, vous n'êtes pas seul, et on vous protège, c'est ce qu'il faudrait dire à chaque enfant qui vient dire quelque chose. Pas dans ces termes-là, mais le croire et vraiment le protéger. Et lui dire que c'est pas de sa faute, etc. Donc aujourd'hui, c'est ça, moi, que j'ai envie de dire à la fin, c'est pour les personnes qui subissent des choses, oser en parler, vraiment. Sortir de la culpabilité, de la honte, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très, très répandu, et aller le déposer quelque part, d'une façon ou d'une autre. Et puis pour les personnes qui ont des enfants, pour les professionnels du soin, formez-vous, informez-vous. N'hésitez pas à aller à des journées de sensibilisation, à chercher sur Internet. Il y a des ressources, mais qui à gogo. Si on veut se renseigner, on a toutes les ressources qui existent, tant pour les jeunes que pour les adultes, pour vraiment sensibiliser à cette question. Et pour les professionnels, vraiment le dépistage systématique universel. Pensez à poser la question aux personnes qui viennent vous consulter. Vraiment. Ça, c'est très important. merci Ève. Avec Il y plaisir, a quand même merci. une dernière question qui me vient. Ça m'étonnerait parce que les programmes ne sont pas dédiés aux enfants. Mais si un petit enfant là, qui est désespéré, qui ne sait pas quoi faire, qui est victime de violence, il peut faire quoi lui? Il peut en parler à qui? Il fait quoi? Et ça fait partie aussi des journées de sensibilisation auprès des enfants ou des parents, du rôle des parents, de dire à l'enfant, ensemble, on va voir, on va se trouver des personnes de confiance. Si un jour, tu as quelque chose qui ne va pas, à qui tu peux aller en parler? Donc il y a moi, bien sûr, ton parent, mais si je ne suis pas là, ou si tu n'oses pas en parler, il y a qui d'autre? À ton école, il y a quelqu'un? Ah, bah celle du CDI, j'aime bien. Très bien. On va l'identifier comme quelqu'un de confiance. Et dans cet autre contexte, quand tu es là-bas, il y aurait qui? Trouver à peu près 3 personnes de confiance. Donc déjà, quand l'enfant, il sait ça, au moment où tu dis cette situation, il n'est pas bien, il saura à qui parler. Mais s'il a personne à qui parler, que le parent ne lui dit pas « Oh, écoute, je trouve que tu vas pas bien en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux me dire ce qu'il y a ?» À qui il va le dire? Donc la réponse pour moi, c'est s'occuper de lui, c'est voir qu'il va pas bien, et sinon appeler le 119, Voilà. Mais qu'il le sache. Si c'est le parent qui commet les violences sur l'enfant, Oui, cet enfant-là qui se sent isolé chez lui, oui. qu'est-ce qu'il peut faire? Cet enfant, il faudrait, grâce à l'école, parce que si le cercle familial est maltraitant, ils vont pas lui poser de questions, ils vont pas lui dire est-ce que tu vas mal, est-ce que tu vas bien, et ils vont pas l'avoir initié à se défendre. Donc en effet, il faut que ce soit l'école qui fasse là pour le coup relais, vraiment. Dès qu'un cercle familial est défaillant, l'école elle a un rôle à jouer majeur. Donc c'est pour ça que si à l'école il a appris que s'il n'allait pas bien ou qu'on le tapait un peu, il pouvait appeler le 119, ou il pouvait parler à l'infirmière scolaire, ou il pouvait carrément lui-même aller le dire à un gendarme, mais bon, ça dépend de son âge, hein, ils peuvent porter plainte les enfants d'eux-mêmes directement. Ou il peut aller sur le chat du 119 s'il n'ose pas parler. Il y a un chat pour les enfants aussi où il peut dire des choses qui se passent avec un vrai policier.
c'est l'école qui doit donner les ressources, en fait. C'est l'école qui doit dire, voilà, en cas de problème, dans tous les cas, il faut en parler. Ce ne sera jamais de ta faute, on te croira, on te protégera. Voilà. Et après, souvent, il est placé, l'enfant, ou pas? À partir du moment où il y a une enquête, oui. Si on estime qu'il a besoin d'être protégé, mis à l'écart pour être protégé. Parce qu'en fait, il y a justement tout le système de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qui est évidemment très critiquable, mais à la fois, voilà, on n'a pas trouvé d'autres moyens encore aujourd'hui. Oui, ça me redonne des chiffres sur la prostitution chez les enfants placés et tout. Non, mais c'est pour ça. Il y a plus de 300 000 enfants C'est pour placés ça, à à un l'ASE. moment donné, les quand même. enfants qui sont placés vont peut-être être victimes de violences Oui, là oui. où elles vont être placées. Oui. C'est infini. Oui. J'ai juste envie de dire, si vous nous écoutez, et si vous-même vous êtes violent, mais essayez de guérir, faites la démarche pour changer. Il faut vraiment parce qu'on se plaint de la société, qu'il faut changer la société, que c'est une société de tarés, une société de schizophrène, de violence. Mais c'est vraiment chacun de nous que ça commence, et dès l'enfance, vraiment. Oui, c'est là. Il faut reconnaître sa propre violence et essayer de s'en sortir pour pas la reproduire sur nos enfants, sur nos conjoints, sur nous-mêmes, ne pas aller jusqu'au suicide non plus. Ah, c'est un cri du cœur, mais parce que j'ai l'impression que tout ce qui est institutionnel, de toute façon, dans la plupart des cas, ça tourne en rond, et que c'est vraiment le déclic intérieur. Oui, parce qu'en plus, il y a énormément d'abus dans l'aide sociale à l'enfance, tant interne que externe. Il y a énormément de prostitution, vraiment, mais Carl Zéro en parlera mieux que moi, hein, mais énormément de prostitution chez les jeunes qui sont placés à l'ASE, pardon. Et en plus, ça a un coût, il y a du business qui se fait autour de ça. Donc non, c'est pas souhaitable, mais à la fois, quand l'enfant il est maltraité, on n'a pas trouvé d'autre moyen que d'aller le mettre à l'écart. Ce ne sera pas dans la famille, ça va être par une institution, en effet, subventionnée, quoi, donc l'ASE. Soit dans des foyers d'accueil, soit dans des familles d'accueil. Et malheureusement, voilà, il y a des abus aussi qui se créent là. C'est très souvent, en plus, un cycle qui se reproduit comme ça, d'un parcours de vie de l'enfant qui va de violence en violence. Ça arrive tellement, oui. Donc, comme tu dis, l'idée, c'est d'aller se soigner soi-même, si on est déjà adulte, conscient qu'on a des problèmes, conscient qu'on a un peu de déviance, qu'on a la main facile sur ses enfants. Déjà, aller prendre soin de soi, commencer à apaiser des choses, oser, aller se dire j'ai besoin d'aide, peut-être pour m'accompagner, faire le clair sur mon histoire. Et si on a des enfants, oser aller aussi leur donner les gestes de base de voilà, mon corps c'est mon corps, si jamais j'ai un problème, qu'est-ce que je fais, à qui j'en parle, leur expliquer les gestes de base en fait, de consentement, de respect mutuel. Ça c'est dès le plus jeune âge, ça peut se faire sans être comme des leçons de vie, mais voilà, incarner déjà ça soi-même. Et puis dans les gestes du quotidien, montrer voilà, que certaines parties sont intimes, ça on n'y touche pas, et on ne va pas toucher chez les autres non plus. Et puis que si jamais ça arrive, il faut en parler, parce que voilà, c'est important de le dire, et que déculpabiliser, tout ça. Enfin, il y a plein d'ouvrages pour les jeunes, plein d'ouvrages, des petites histoires pour tous les âges, qui sensibilisent à cette intimité corporelle et au consentement. Sur les violences sexuelles aussi, il y a plein de podcasts, il y a plein aujourd'hui, mais vraiment on croule sous les documents qui nous renseignent sur tout ça. La seule chose qui fait qu'on n'est pas encore vraiment au fait, c'est le tabou. C'est le fameux déni qui est encore très lourd. Il est en train de sauter là parce que les associations font leur travail, donc elles ne laissent pas tranquilles ceux qui voudraient dormir et s'endormir avec tout ça, mais c'est quand même fort, hein, la puissance du déni. Mais si on veut trouver, on cherche et on trouve. Il y a vraiment pléthore de ressources. Merci Ève. De rien. Et puis merci à toi. Peut-être à bientôt pour d'autres vidéos, comme on disait tout à l'heure. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cet entretien. Ce sont des sujets délicats, des sujets sensibles. En tant que journaliste, c'est pas toujours facile, mais voilà, en tant que parent non plus, en tant que praticien professionnel non plus. Il faut qu'on s'y mette tous. Voilà, prévenons au maximum les violences pour éviter au maximum les souffrances. Merci et à bientôt.
N'oubliez pas que le magazine Nexus est un magazine 100% indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vos lecteurs, nous ne pourrions vous proposer des entretiens comme celui qui vient de s'achever. Vous pouvez le trouver en kiosque, vous pouvez vous abonner en ligne, vous pouvez l'offrir, vous pouvez faire un don. Il y a plein de possibilités de soutenir notre média. Merci et à bientôt.